J'ai raccroché, j'ai appelé toute ma famille, j'ai dit: «Je pars à New York!» Ouais, moi j'avais des posters dans ma chambre, j'étais fan de New York. À partir du jour où il sent que tu es acquise, comme s'il avait Refermer le piège sur toi. voilà, où là il commence à montrer son vrai visage. Bonjour et bienvenue dans Déraciné. Alors aujourd'hui dans mon salon à Brooklyn, j'ai la chance d'accueillir Adélaïde, qui est une amie à moi. Ça fait maintenant presque 6 ans qu'elle exerce son métier de photographe à New York. Et il suffit de la suivre sur les réseaux sociaux pour la voir dans les endroits les plus iconiques de la ville. Un appel au voyage. Alors avec elle aujourd'hui, on va parler de son métier, mais également de relations amoureuses et de dating à New York. Bonjour Ishrak. Bonjour Adélaïde. Alors déjà, merci d'être venue aujourd'hui. Merci même d'être revenue parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai perdu mes 4 premiers épisodes de podcast, dont celui avec Adélaïde. Donc merci, je sais que ton temps est précieux. Merci d'être revenue aujourd'hui. Alors on va déjà trinquer notre petit thé marocain. Chin, en espérant que cette fois-ci, ça se passe mieux. Alors toi, tu es arrivée à New York un peu par un concours de circonstances. Donc t'habitais où déjà en France? J'habitais en Bretagne, juste D'accord. avant de quitter la France, et avant New York, j'ai vécu 2 ans en Martinique. Ok, pourquoi tu avais été en Martinique? J'avais envie de vivre une autre expérience et les DOM-TOM, c'est assez facile puisqu'on a besoin juste de la carte d'identité. Et donc Martinique, ça s'était vraiment décidé avec mon ex au hasard, un peu comme le jeu fait tourner le globe et choisit. Donc, tu as fait tourner le globe et tu es tombée sur la Martinique. C'est ça. Est-ce que tu as refait tourner le globe pour arriver à New York ou pas du tout? Pas du tout. Alors, pour arriver à New York, la vraie histoire, Voilà, on veut la vraie. on veut la vraie. Moi, c'était mon rêve. Je voulais venir à New York, je voulais venir travailler. Ouais, ouais. Moi, j'avais des posters dans ma chambre, j'étais fan de New York. Et donc, quand je vivais en Martinique, j'ai vu qu'il y avait un photographe francophone à New York. Donc, j'ai booké un shoot avec lui. On venait à New York pour les 30 ans de mon ex. Donc, j'ai booké un shoot avec lui pour le rencontrer et lui demander un peu un entretien d'embauche. En fait, c'était pas lui. Donc, c'est sa stagiaire qui a débarqué au shooting. D'accord. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Et donc, moi, à la fin du shooting, je lui ai expliqué clairement, bon, en fait, moi, je veux travailler ici, tout ça. Elle m'a un peu découragée en disant: «Lui, il veut que des stagiaires gratuits, il a pas d'intérêt à embaucher quelqu'un». Et on s'est suivis sur Instagram avec ce mec-là. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chance dans mon parcours. Au mois d'avril, donc 3 mois après, il m'a appelé en disant: «Écoute, moi, je suis dans la panade». La panade, je sais Ça fait combien de temps que tu as pas utilisé cette expression française? c'est le premier qui m'est venu. Bon bref, et il m'a dit, parce qu'en fait, mes stagiaires ont eu leur visa refusé, ils peuvent pas venir ici et moi j'ai besoin de quelqu'un pour la haute saison. Et donc il m'a dit: «Est-ce que tu peux venir? Mais il faut que tu sois là dans 15 jours pendant 3 mois». Moi, je venais de monter ma boîte en Martinique de photos. J'étais là genre: «Oh là là, je sais pas». J'étais en couple et tout. Donc je lui ai dit: «Bah, laisse-moi le temps de tu vois, donne-moi 2 jours pour y réfléchir». J'ai raccroché, j'ai appelé toute ma famille, j'ai dit: «Je pars à New York!» Donc en 2 jours, tu as décidé de Mais même partir pas, direct, j'ai raccroché, je savais que je partais. et ton mec? Mon mec, il était un peu plus dégoûté que je suis suivie. Parce que déjà, il m'a dit: «Tu as pris la décision sans moi». Et donc ouais, donc voilà. Il devait venir me rejoindre. OK. On s'est séparés pendant les 3 mois de stage, donc il n'est jamais venu. Tu débarques à New York et tu commences à bosser pour lui? Je fais mes 3 mois de stage et donc après, voilà, je repartais et moi, j'avais des mariages en Martinique à shooter, tout ça. En fait, les 3 mois se sont tellement, super bien passés qu'il m'a dit: «Écoute, en fait, j'y ai réfléchi beaucoup, si tu es OK, on crée une boîte et tu reviens en octobre et on bosse ensemble». Le premier jour, il m'a envoyé sur un shoot comme ça et après le lendemain, j'en avais 5. Et donc ça a démarré. Tu bosses en fait dès le début, tu apprends. Tu fais des erreurs des fois en fonction de la lumière, tu apprends. Que déjà quand tu étais en Martinique, tu faisais déjà ce genre de photos? Parce que je sais qu'à New York, tu fais beaucoup de propositions de mariage, mais est-ce que quand tu étais en Martinique, tu faisais, le même genre de job? Non, je faisais juste les familles et les mariages. Les En familles, les Martinique. mariages. OK, et là, quand tu es arrivée ici, tu t'es mise à faire beaucoup de propositions de mariage? Et toute seule ensuite quand j'ai démarré, l'année d'après que là, j'ai eu que ça en fait. OK, donc là, le Covid arrive. Covid arrive, donc lui, il perd tous ses boulots parce que les Nations unies, les touristes français, les frontières sont fermées, donc plus rien. Donc moi, je me dis: «OK, je connais personne, j'avais pas de famille ici». Vu que je bossais qu'avec lui, enfin, on bossait énormément, tu as pas eu le temps de te faire des amis, donc c'est un peu compliqué. Donc Et tu es donc ici, tu es seule, loin de ta famille, c'est le Covid, tu as pas de taf, ouais, tu as pas d'amis.
Bah, dis Ouais. pas ça comme Regarde ça. comment j'ai regarde le tableau noir. Voilà. Mais au final, je vis encore mon rêve à New York. Je suis dans cette période-là, je suis encore bien, tu vois? Et en fait, je trouve un job de nanny au mois d'août et pour garder 2 bébés de famille, ensemble là, et au bout de 5 mois, j'ai pu lâcher nanny tellement que j'avais, des boulots par mois toute seule. Parce que quand j'ai commencé nanny, j'ai créé ma page Insta et je me suis dit: «Bah, je vais tenter toute seule en fait de trouver des boulots toute seule». Et en fait, au bout de 5 mois, j'ai pu, lâcher le boulot alimentaire pour, vivre que de ça. Parce que c'est vrai qu'Adélaïde, elle partage énormément sur sa page, Instagram, son métier, mais aussi des petites blagues que tu fais, des petites mises en scène, mais on te voit vraiment dans tous les endroits iconiques. On te voit dans les, faire des propositions de mariage dans les hélicoptères, enfin ça fait rêver. Franchement, pour les gens qui aiment C'est vrai. vraiment New York, c'est vraiment ton Instagram, je trouve, fait rêver. Donc tu dis que c'est grâce à Instagram que tu as pu te lancer seule et trouver en fait tes premiers clients? Grâce aux réseaux sociaux, ouais. Et puis aussi, bah, j'ai démarré en faisant des tout petits prix. J'ai cassé les prix, je disais oui à tout. Tout ce qu'on me demandait, s'il fallait faire 1 heure et demie de métro, faire une demi-heure de session, repartir là, je disais oui à tout, à tout. Et donc, bah, c'est comme ça que la clientèle a grossi hyper rapidement, en fait. Après, c'est vrai que toi, tu es une bosseuse. Je le vois, je le sais que tu es une bosseuse. J'ai déjà parti en week-end avec toi, tu as ton ordi, dès que tu as 2 minutes, parfois quand tu viens à la maison, quand tu as 2 minutes, tu es là, tu édites, voilà, on voit que tu es, voilà, tu cravaches, quoi. Ouais. Non, non, On n'a rien après, sans rien. honnêtement, je dis toujours, il y a énormément de talent de Ouh là là! lapsus, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu as du talent, c'est vrai, c'est la Non, vérité. mais Mais moi, je te le je dis, tu sais as pas, du talent, mais c'est pas grave, dis-le: «J'ai du mais ça talent, j'ai du talent», faut OK? couper. Non, je coupe pas, je mets: «Elle a du talent». C'est bien. En plus, J'allais dire, c'est je sais très énormément de bien travail. je sais très bien que tu es pas comme ça, en plus, que tu aurais jamais dit. J'aime Ça, bien ce lapsus, c'est bien, il y a confiance en soi, c'est j'allais bien. dire, il y a énormément de travail, mais il faut reconnaître que pour moi, il y a un facteur chance aussi, je pense. Et tu crées la chance, avec beaucoup de travail. Comment tu vis le lockdown? Tu es seule, tu es loin de ta famille, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? En fait, moi, c'est pas ça que j'ai le plus mal vécu. C'est qu'à l'époque, j'étais dans une relation avec un pervers narcissique. Donc en fait, moi, quand les gens parlent du Covid et tout, moi, c'est plus, cette relation-là qui m'a mis, par terre, tu vois? Donc le début du Covid, justement, le lockdown et tout, c'est encore assez cool parce que je suis avec ce gars-là. Donc du coup, ça va, tu vois? Ça se détériore, je dirais, juin-juillet 2020 de cette année-là. C'est quelqu'un avec qui tu étais depuis longtemps? Non, depuis que j'étais arrivée à New York. Ta relation, elle arrivait à terme, donc pendant le Covid, donc tu vis cette fin de relation, en même temps tu vis le Elle Covid. arrivait à terme, non, en fait, c'est moi qui ai dû mettre un terme à cette relation pour m'en sortir et partir de là. Ces relations-là, elles s'arrêtent jamais sinon. On dit souvent que les relations avec les pervers narcissiques, il y a un début et qu'au début, c'est toujours tout beau, tout rose. C'est des gens qui font énormément, au début pour cacher un peu justement leurs failles et leur narcissisme et hem et qu'en plus de ça, la dernière fois, j'écoutais quelqu'un qui disait qu'ils choisissent un peu, leur proie. Elles ont un peu toutes le même profil, c'est-à-dire des gens qui sont bien dans leur vie, des gens qui sont heureux en général et qu'ils viennent chercher en fait chez ces personnes-là quelque chose que eux n'ont pas en eux et qu'il y a une espèce de truc un peu, je vais pas dire de jalousie, mais quelque chose qu'ils envient chez la personne et heu et donc je voulais savoir comment ça s'est passé pour toi au début avec cette personne? Bah, exactement comme tu as décrit, il y a la phase de lune de miel que tu as jamais rencontré quelqu'un qui est comme ça. Enfin, tu vois, je me souviens les 2 premiers jours, il m'avait posé plus de questions que mon ex avec qui j'avais été pendant 5 ans et demi. Et en fait, il faisait aussi semblant, je l'ai vu après que c'était aussi un mécanisme, d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes choses que moi. Genre, il dit: «Oh, mais c'est dingue, mais moi aussi», comme si tout, était similaire, on était les mêmes personnes. Au final, pas du tout. Mais donc du coup, il y avait vraiment ça, la phase de lune de miel où c'est hyper passionnel, où tu crois que tu as jamais vécu ça. Tu as les papillons, tout est beau, tout est rose. Il y a que à partir du jour où il sent que tu es acquise, comme s'il avait Refermer le piège sur toi? voilà, où là, il commence à montrer son vrai visage de temps en temps. Un petit peu, après des fois beaucoup, après des fois mais il y a toujours cette petite phase lune de miel qui revient pour te faire oublier que non, non, au final, t'inquiète, je suis quelqu'un de bien là, je m'excuse pour ce qui s'est passé.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Comme, le même mécanisme que, les violences conjugales, que tout ça, hein, de toute façon. Donc en fait, il a refermé son piège sur toi. En plus, en général, c'est des gens qui essayent d'évincer un peu, les amis, la famille, mais toi, il s'avère que tu étais seule ici, donc c'était limite, du pain béni, pour lui de t'avoir trouvée, quoi. Ah bah, complètement, c'était hyper facile, c'était, coupé financièrement aussi. À me dire: «Non, non, mais c'est mieux si, là, je t'ai ouvert un compte, tu peux prendre cette carte bancaire», j'avais une ligne de téléphone sur son compte à lui. Tout était en fait économiquement, j'avais plus de, tu vois, je vivais, c'est lui qui payait le loyer, donc tout était bloqué où en fait, quand je voulais partir, je me disais: «Mais je pars où? Ou alors je rentre en France». Enfin, tu es bloqué dans un mécanisme, tu pas d'amis, tu personne et puis tu n'en parles pas, tu vois? Et les seuls à l'époque qui ont su à quel point, c'était dur, c'est, Julie, ma meilleure pote que voilà et c'était les seuls. Sauf que je me sentais un peu c'était facile de leur dire parce que c'est comme si, vu qu'il y avait le covid et qu'ils pouvaient pas débarquer chez moi, frapper à ma porte et me dire: «Adé, là, c'est bon, on t'emmène, ça va plus». Je me sentais protégée, je m'étais dit: «Je peux leur dire, ils vont rien faire, ils peuvent pas venir me chercher». Mais bon, surtout que Julie habite en Martinique. Bah oui. Au fond de moi, il y avait 2 de moi qui savaient que la situation était malsaine, mais qui voulaient pas se l'admettre et être lucide là-dessus. Donc le fait que je garde ce contact et qu'il m'ait pas coupé le contact parce qu'il essayait, hein, de me dire, «Tes amis, tes gros beaufs», des choses comme ça horribles sur Julie et Quentin et moi j'étais là genre c'était le seul truc qui me sauvait. C'est comme s'il pouvait s'attaquer à moi autant qu'il voulait. J'avais l'impression que c'était de ma faute, en même temps je l'avais bien cherché, des choses comme ça. S'il disait un truc sur eux, c'est le truc qui me sauvait, qui me disait: «Non, il peut pas dire ça sur eux», tu vois? Enfin, c'est et donc je pense que c'est aussi le truc qui m'a permis de partir, de me maintenir. Si j'avais pas eu ce petit truc, je pense que j'y serais encore et ma vie serait bien différente aujourd'hui. Oui, parce que je me dis que c'est dur d'un point de vue sentimental de sortir de ce genre de relation, mais en plus de ça, tu as aussi le facteur financier parce que tu dis qu'il a la main mise sur tes comptes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as besoin de dépenser le moindre argent, il le voit, il le sait, ta ligne de téléphone et toi tu es seule, tu es ici, tu pas de famille, c'est Mmh. le Covid, donc j'imagine que tu bossais pas des masses. Donc comment tu as fait? Ça veut dire même si toi d'un point de vue sentimental, tu te sens un jour la force de sortir de ça, comment tu as fait même d'un point de vue financier en fait pour passer outre et avancer en fait? Il a dû rentrer lui pour aller voir son père qui était malade et donc bah, comme tous les pervers narcissiques, une fois que la personne s'en va et qu'il y a plus cette manipulation au quotidien, ce bourrage de crâne, bah, tu recommences à redevenir lucide et à te rendre compte de la tristesse de la situation. Donc le fait qu'il soit parti, je me suis un peu éloignée et ça m'a aidée à me dire: «Il faut que tu partes de là, il faut que tu aies ton propre loyer, il faut que tu trouves ton logement, il faut tout ça, quoi». Et donc c'est ce qui m'a mis un coup de pied aux fesses cet été-là où, tu vois, j'ai créé ma boîte, j'ai trouvé le boulot, j'ai tout fait pour être financièrement indépendante et me relâcher de ça. Et ça a continué pendant 1 an après. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu te sois vraiment dit: «Ça y est, là, basta, c'est fini, je coupe les ponts»? Il a franchement tout ce qu'il pouvait me faire à moi, je serais revenue parce que j'avais vraiment zéro estime de moi à l'époque. Heu, En fait, ce qui a fait, c'est que moi, j'ai commencé à en parler un peu plus. Un jour, j'appelle mes parents et je craque au téléphone et je leur dis: «En fait, écoutez, moi, ça va pas du tout. En fait, c'est très compliqué avec lui» et là, je leur raconte tout. Ils savaient que tu étais avec cette personne? Pas du tout. Ah ouais, donc pour eux, tu étais même pas en Non. couple. Donc là, je leur raconte tout. Déjà, ça prouve que c'est que tu savais qu'il y avait quelque Eh chose oui, qui n'allait pas. c'est ça. Donc je leur raconte tout et là, ils me disent: «Ah bah non, c'est pas normal et tout», je leur montre les messages, je leur montre tout. Donc eux, ils savaient. Ça, c'était juillet-août et en septembre, cette personne-là, du coup, envoie un message à ma mère ou à mon père et en me faisant passer pour une folle et en disant: «Voilà, elle veut pas me lâcher, elle veut pas partir», alors que c'était des choses mais genre, il venait chez moi frapper jusqu'à pas d'heure. Il m'apportait des cadeaux. Tu sais, quand je voulais couper et plus le voir, on dit: «Il faut couper». Et ben, il venait frapper et donc je tenais bon, mais tu sais, tu es forte pendant 3 jours. 3e jour, il frappe pendant 1 heure à la maison, tu fais quoi? Tu ouvres. Donc à chaque fois, je tenais, il y avait des phases et moi, je disais tout à mes parents. Et en fait, là, il a fait genre, elle veut pas passer à autre chose, il faut qu'elle l'arrête, je me fais du souci pour sa santé mentale. Et là, le jour où il a fait ça, j'ai dit à ma mère: «Envoie-moi les messages». Donc j'ai vu ce qu'il a écrit à mes parents et je me suis dit en fait, c'est là que je me suis rendu compte: «Waouh, c'est un fou». Et là, tu t'attaques pas à ma famille. Moi, j'ai de la chance que je leur en avais parlé avant et qu'ils connaissaient la situation. Mais imagine, je leur en ai jamais parlé.
Surtout qu'on dit souvent que les pervers narcissiques, même séduire ton entourage et que souvent, quand on te dit, ah bah tiens, cette personne m'a fait ça, 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 c'était un pervers narcissique, les gens, ils y croient pas. On dit, parce qu'en société, sont toujours parfaits, ils sont toujours dans la séduction, et ce qu'ils essaient aussi de se les mettre dans la poche. Mes parents l'avaient rencontré quand ils étaient venus en octobre Et 2019 justement, qu'est-ce qu'ils avaient et pensé de lui? bah, ils l'avaient adoré. Mmh. Ma mère, elle trouvait que c'était le parfait gendre, enfin, ma sœur l'a rencontré, pareil. Il a réussi, tu vois, ils sont forts pour ça, de toute façon. Est-ce que tu penses qu'il avait déjà été dans des relations comme ça auparavant? Oui, je l'ai su après. Autre jeune fille comme toi? Ouais. Et est-ce que donc là, du coup, c'était de l'harcèlement et de l'harcèlement moral et est-ce que c'est passé à des actions, je veux dire, physiques, violentes? Il y a eu, oui. Je pensais qu'il allait pas recommencer. Mais en fait, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, les gens qui me connaissent sur Instagram ou qui, me connaissent dans la vie, tu vois? Vont se dire, «Beh, non, mais c'est impossible, c'est elle a confiance en elle, cette fille-là, elle a créé son business, elle a machin». Mais non, ce qu'il faut se remettre en circonstance, c'est que ça, c'est début 2019. Moi, à l'époque, j'ai zéro confiance en moi. J'ai toujours eu, j'ai eu un ex qui était bien dans ma vie, mais sinon j'ai eu des mecs violents, des mecs comme ça, qui te font croire que tu tu mérites pas d'être aimé. Et donc moi, à l'époque, il faut se dire, j'ai zéro confiance en moi. Je pense que je suis nulle, que je suis moche, que je vaux rien. Donc c'est hyper simple, en fait, de manipuler quelqu'un Alors comme que ça. nous, qui te connaissons, c'est pas du tout comme ça qu'on te voit. Moi, je te vois comme, hyper solaire déjà. Tu toujours souriante, tu es toujours positive. Je te vois même, je sais pas, quand on regarde tes réseaux, j'imagine quelqu'un de lambda, parce que moi, je suis ton amie, donc je te connais, mais je veux dire quelqu'un de lambda, on se dit: «Ah, elle a grave confiance en elle». Tu vois, tu te mets en scène, tu fais des blagues, tu as l'air hyper à l'aise dans ta vie, hyper à l'aise dans ta peau. Enfin, c'est vraiment l'image que tu donnes. Mais maintenant, oui, grâce à la thérapie, grâce à tout ça. Tu sais, la première fois, et c'est un truc tout con, la première fois que je me suis regardée dans un miroir en me disant: «Putain, je suis pas dégueu aujourd'hui, comment je suis habillée, ah j'aime bien, putain, je suis pas moche et tout». C'était genre, début 2022. À ce moment-là, tu es plus avec lui, tu as fait un travail sur toi-même. Donc, tu as réussi déjà de toi-même à couper Ouais. la relation. Est-ce que tu t'es fait aider justement pour tout ce processus, pour justement t'accepter, te trouver belle, te sortir de cette relation? Qu'est-ce qui t'a aidé? La thérapie. Donc, comme tu le dis, en fait, moi, j'ai toujours été une personne solaire toute ma vie. Donc, en fait, rien que le fait de se dire: «Je suis en dépression, je suis pas bien à cause de ça», d'accepter ça, en fait, déjà, je voulais pas le reconnaître. Parce que j'étais là: «Non, tout le monde m'aime bien parce que je suis gentille, je suis souriante, donc je peux pas aller mal». Tu vois? C'était comme si, c'était plus mon identité. Et le jour où j'ai commencé la thérapie, ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, mon travail, le fait d'avoir créé ma boîte et de faire mon travail, c'est que les pires jours où j'étais au fond du trou en dépression, de me dire: «Je dois aller», moi j'ai été éduquée comme ça, tu vois? Tu vas travailler même quand tu es malade. Et donc bah, je sortais de mon lit, je prenais une douche, c'était le pire truc à faire, rien que mettre des chaussures quand tu es en état dépressif, de toute façon, c'est déjà tout est dur. Mais le temps d'un shooting à chaque fois, je m'étais tellement à fond dans mon boulot que tu oublies. Quand tu es toute seule et que tu as personne tu sais, qui te bouge et qui te motive tous les jours. Moi, je vivais seule et le pire de tout, c'est que moi, j'ai une personnalité, quand ça va mal, j'ai besoin d'être dans ma caverne. Donc je vais en parler à personne, le temps que je vive ça. Moi, j'ai pas besoin de donc c'est ma personnalité. Donc en fait, mes amis de l'époque que je venais de me faire et tout, ne savaient pas. Et en fait, le Thanksgiving 2021, je mange avec eux et en fait, je me souviens que je fais semblant de rire, je fais semblant de faire des blagues, «Adé, elle est drôle», machin, des blagues à 2 balles. Et j'ai qu'une envie dans ma tête, c'est de me foutre en l'air, tout le repas de Thanksgiving. Et je rentre chez moi et je suis au plus mal parce qu'en fait, ça prend une énergie folle de masquer aux gens quand tu es pas bien. Et en fait, c'est là que le lendemain, j'ai eu un rendez-vous avec la psy et elle m'a dit: «Écoute, c'est moi, si tu veux pas faire autre chose, bah, il va falloir que là, tu aies des médicaments, il va falloir que moi j'appelle ta famille parce que sinon c'est non-assistance en personne à danger et je pense que tu vas faire une connerie, en fait, quoi». Et parce que personne savait, tu vois? Et en fait, le fait qu'elle me dise, c'est con, hein, comme quoi les préjugés qu'on a dans notre tête ou dans la famille dans laquelle on a grandi, le fait qu'elle me dise: «Il faut que je te donne un traitement et si ça s'améliore pas, je vais te donner des antidépresseurs», je me suis dit: «Adé, tu te ressaisis. Il est hors de question que tu prennes des antidépresseurs. Tu es pas comme ça, tu es pas faible, tu es». Et en fait, cette phrase, je me souviens quand elle me l'a donnée, je pleurais
Et j'ai arrêté direct. Et tu sais, comme un enfant qui a fait une connerie, et je lui dis: «Non, non, non, on va trouver une solution. Non, je veux pas, et tu vois? Et ça m'a bougé et elle a dit: «Non, mais t'inquiète, j'ai le secret médical. Là, je vais pas en parler, mais vraiment, depuis 2 semaines, je commence à m'inquiéter» et je pense que ça a été le coup de pied, tu vois, Après, qui c'est m'a vrai que, à l'époque, quoique maintenant on peut dire depuis quelques années, ça s'est quand même démocratisé. Tu sais, on parle beaucoup de santé mentale. Toi aussi, tu le fais d'ailleurs maintenant sur tes réseaux sociaux. Je pense aussi une manière de heal, mmh, de, d'aider ouais, aussi. d'aider et oui, d'aider, de rendre en fait et d'aider les autres pour pas qu'elles se retrouvent peut-être dans ta situation et de se dire que oui, ça va aller finalement. Mais, alors, je dirais pas qu'on est faible si on prend des Non, antidépresseurs, tout pas du ça, tout, c'est ce que je te dis. mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait cette image de: «Oh là là, tu vas prendre des antidépresseurs, c'est que tu es fou». Bah, dans ce cas-là, tout le monde est fou parce que tout le monde enfin, il y a tellement de gens qui en prennent aujourd'hui et je pense que ça aide dans certains cas et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais l'impression que si tu prenais un médicament, c'est que tu étais fou, quoi. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça t'a, J'ai grandi dans une famille où juste aller voir un psy, tu déjà fou. Santé mentale, je trouve, c'est hyper important, faut en parler. Si j'en parle autant sur les réseaux sociaux, c'est parce que moi, à l'époque, vu que j'en parlais pas à mes proches, les réseaux sociaux m'ont énormément aidée. Et même si je sais qu'il y a plein de gens qui disent: «Ah, les réseaux sociaux, ça amène vachement de négatif», je suis pas d'accord parce que moi, je trouve qu'il faut voir le positif. Et à l'époque, je lisais plein de trucs sur les nanas qui vivaient des violences conjugales, des pervers narcissiques et je me disais: elles ont réussi à s'en sortir, donc ça arrive et moi, ça m'a aidée de lire ces récits, de lire ces témoignages. Donc moi, à chaque fois, j'en parle en me disant, il faut aussi et puis, tu vois, regarde les jeunes, toi, tu as 2 filles, imagine là, dans 10 ans, des je sais pas, elles ont 15, 16 ans et elles vont être là et tu pas envie qu'elles pensent que sur Instagram, tout le monde est fort, tout le monde est beau. Non, il faut voir que, tu vois, même la meilleure, la plus belle, la plus grande, la chanteuse, bah non, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de la santé mentale est importante, en fait. et je leur en parle, tu vois? Déjà, bon, déjà, j'essaye de leur inculquer la confiance en elles. D'ailleurs, je leur dis tout le temps qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont belles, et je leur explique aussi les réseaux sociaux parce que bon, bah, il suffit que quelqu'un leur montre, tu vois, Insta ou TikTok. Bon, elles savent que moi, je partage aussi sur Instagram, mais elles savent que, par exemple, je les partage pas sur mes réseaux sociaux, tu vois? Je montre jamais, par exemple, leur visage et elles me disent tout le temps: «Mais pourquoi tu montres pas notre visage?» et je leur dis: «Oui, je les mets que dans ma liste d'amis proches, pour la famille, pour que mamie te voie, pour que tata Adé te voie, pour que tata Monia te voie». Je leur dis que Instagram, c'est très bien, les réseaux sociaux, c'est très bien parce que je leur dis, par exemple, je disais à Rita, la dernière fois, on peut apprendre plein de choses. Elle voulait dessiner, voilà, on va sur YouTube, Mmh. quelqu'un te montre comment tu dessines. Je dis, moi, par exemple, ma caméra, je savais pas comment l'utiliser, j'étais sur YouTube, j'ai appris. Je dis, mais il y a aussi beaucoup de négatifs et il y a aussi beaucoup de choses que tu vois, que les gens te montrent et c'est pas forcément le cas. Et ça, moi, ça me fait peur. C'est vrai que ça me fait Mmh. peur, tu vois, d'avoir deux filles qui grandissent, tu vois, ne serait-ce que tu vois, tout ce truc de perfection où tout le monde est refait, tout le monde est filtré, tout le monde est tu vois, j'ai peur, tu sais, quand tu as 2 enfants comme ça, 2 filles, que ce soit des garçons ou pas, j'imagine c'est pareil, hein, qui vont grandir et qui vont, bah, à un moment donné, quand tu es ado, te comparer aux autres et elles vont arriver sur les réseaux sociaux, tu vois? En fait, pour moi, ça serait le pire, tu vois? Ça serait qu'elles se sentent mal, en fait. Ouais, mais après, tu vois, alors moi, parce que je suis têtue là-dessus et que je veux voir que le positif dans les réseaux sociaux, je pense aussi que déjà, c'est toi qui les éduques, donc elles auront ce regard-là que tu leur as donné, que c'est pas la réalité forcément, ça, elles le sauront. Et il y a aussi, je trouve, contrairement à, nous, quand on était petites, c'est que, alors ça marche pas pour moi, là, cet exemple que je vais donner, parce qu'évidemment, je suis blanche aux yeux bleus. Mais par exemple, quelqu'un comme toi, qui a grandi en France, on avait très peu de quand tu regardes dans les magazines, tout ça, dans les séries télé, on avait très peu de diversité. Maintenant, je trouve que les enfants d'aujourd'hui grandissent avec tellement d'influenceuses d'origine, de religion, de couleurs de peau différentes, de corps. C'est génial. Elles peuvent toutes trouver des modèles, je trouve. Plus que nous à l'époque, on a grandi dans les années 90, fallait être une brindille, fallait être Kate Moss. Il y avait pas de nana un peu charnue, il y avait pas de nana, tu vois? Donc, il y a du positif quand même dans les réseaux, Ah tu non, vois? il y a beaucoup de positifs. En plus, moi, j'adore, tu vois, YouTube, tout ça. Enfin, tu sais, tu apprends plein de Mais choses, tu cherches, de l'info, tu ouais, trouves. Enfin, c'est incroyable, je trouve. Mais c'est vrai que, maintenant, il y a de la représentation ouais. et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai 2 filles qui sont maths de peau, qui ont les cheveux bouclés et parfois elles me disent: «Ah bah, j'aimerais bien moi aussi avoir les cheveux lisses, comme Réponse ou comme, tu vois, avoir des cheveux jaunes, comme dit des cheveux jaunes», tout ça. Bah, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai les cheveux bouclés et que j'ai arrêté de me lisser les cheveux. Je le fais une fois de temps en temps, mais avant,
je me faisais un lissage brésilien, je faisais un brushing toutes les semaines et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté aussi de lisser mes cheveux, c'est que pour montrer l'exemple à mes enfants, qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont. Oui, si un jour elles ont envie de lisser leurs cheveux à l'occasion, qu'elles le fassent, mais j'ai envie qu'elles soient bien dans leur peau, avec leur diversité, leurs caractéristiques, tu vois, qu'elles embrace leur natural beauty, tu vois, comme on dit. T'as vu la psy, donc voilà, t'as été suivie par une psy, ça t'a aidé. Et aussi, donc, tu as commencé aussi à te construire, j'imagine aussi un petit cercle amical à New York? Ouais, mais par rapport à ça et à la dépression et le pervers narcissique, c'est j'ai une chance inouïe d'être bien entourée, mais c'est vraiment la thérapie et le travail. Parce que j'en ai parlé justement à mes frères et sœurs ou à mes amis que quand ça allait déjà mieux. Quand ça faisait déjà 4-5 mois que j'étais en thérapie. Toi, tu fais aujourd'hui beaucoup de photos de propositions de mariage à New York, mais pas que. Tu fais aussi des nouveau-nés, des touristes, j'imagine, qui veulent un peu garder quelques souvenirs à New York. Combien de propositions de mariage tu as fait? Ah non, attends, je vais pas regarder sur mon téléphone, Ah je si, pose vas-y, la regarde sur question. ton téléphone. Je veux le nombre exact parce que je sais que c'est un chiffre incroyable. Combien de propositions en mariage tu as photographiées à New York ou aux États-Unis? Parce que parfois, ça t'arrive, je sais, de prendre l'avion pour aller à Miami ou un peu partout aux US pour photographier ça. J'en suis à 642. 642 propositions de mariage. Ok, c'est quoi la proportion d'Américains dedans? Ah VS les Français. bah 85-90%. Donc, tu as quand même quelques Français qui viennent pour faire ça ou c'est plutôt Très peu. des photos un peu, voilà, dans des lieux plutôt touristiques pour les Français, pas vraiment des propositions de mariage? Si, si, il y a aussi des demandes en mariage, mais déjà je bosse pas tant que ça avec les Français. De moins en moins en plus, De moins en moins, pourquoi? Cher? je pense. Les prix sont très chers et aussi, on a moins cette culture-là de faire des photos. Moi, mes copines qui sont encore en France, elles vont prendre pour le mariage ou à la rigueur, quand elles sont enceintes maintenant, ça arrive à venir. Mais beaucoup, enfin, on fait pas autant de photos en France. C'est vrai. Peut-être on a moins après je pense que la proposition de mariage ici, Et puis c'est tout un truc, c'est voilà, il faut offrir une bague qui coûte, je sais pas, enfin c'est quoi le truc de la bague où il faut offrir 2 à 3 mois du salaire de voilà l'homme. 2 à 3 mois du salaire, il faut la bonne séance photo, il faut le poster sur les réseaux sociaux, ça c'est très américain. Ouais, complètement, on n'a pas ça en France, on le fait en intimité, nous. Oui, puis on ne dit pas que ça coûte 2 ou 3 Bah fois, oui, ça coûte ce non, que ça coûte et puis c'est tout. bah exactement. Non, non, ici, c'est vraiment codé, il y a une grosse culture de la demande en mariage, c'est inscrit en eux, quoi. Donc, je te vois faire des propositions de mariage dans Central Park, je te vois faire en hélico, c'est ouf, je trouve, à Dumbo, je te vois faire aussi beaucoup au Summit parce que toi, tu es photographe agréé, on peut dire, du Summit, tu es un des photographes officiels du Summit. Le Summit, c'est un observatoire qui a ouvert, aujourd'hui exactement il y a 4 ans. Et du coup, ouais, c'est un observatoire comme tous les autres, mais qui est peut-être un peu plus ludique, je dirais même, quand tu as des enfants, par exemple. Il y a du pour et du contre, hein. J'ai pas mal de touristes français qui ont pas aimé, d'autres qui ont, adoré. Et donc voilà, et on est 3 photographes donc, au Summit et on fait des demandes en mariage où on couvre les événements. Tu vois, je couvre le Nouvel An tous les ans, des choses comme ça. OK, donc là, tu dirais quand même qu'il y a quand même, une différence entre les propositions de mariage qu'on ferait en France, peut-être un peu plus intimistes, Honnêtement, si tu regardes bien mes stories, j'en ai, quand même, au moins 40-45% intimes, hein, des demandes en intimes, ouais, mariage. un petit rooftop intime, oui, Ouais, c'est vrai il y ça. a des gens qui veulent en privé, hein, Ou Central Park dans un petit coin, soit leur partenaire est discrète, timide ou soit eux, ils sont timides, ils ont pas envie de la foule, il y a vraiment toutes les demandes. J'en fais des fois chez les gens, donc il y a vraiment un peu de tout. Mais dans tous les cas, tu vois, même s'ils font que tous les 2 chez eux, ils prennent un photographe. Il ou elle, hein. À mois d'octobre, là, je revois toutes les familles que je vois tous les ans, donc c'est génial. Les enfants ont grandi et tout et tu les revois tous parce qu'ils vont envoyer leur carte de vœux courant, début décembre, quoi. Donc tous ces couples là qui se marient, ils ont daté avant? Ah, attends, j'ai un scoop. J'ai eu pour la première fois la semaine dernière, j'ai eu une nana qui m'a contactée, une demande en mariage de fou que j'ai fait il y a 2 ans, sur un rooftop. Alors, tu vois, un truc de fou, enfin avec des fleurs, des trucs.
Et elle me dit, donc c'est en anglais, mais elle me dit: «Bonjour, j'espère que tu vas bien et tout, tu te souviens, je suis la fille sur la photo. Je me demande si tu pourrais enlever ce post d'Instagram. Nous nous sommes séparés et je suis désormais avec quelqu'un de nouveau et j'aimerais pouvoir tourner la page». Et en plus, la bague et tout, mais laisse tomber, je pense que ça, c'était une demande en mariage à 20 000 $, 30 000 $. 30 000 $. Entre le rooftop, les musiciens, vidéographe, photographe, la taille de la bague, les fleurs. Ça, c'était une à 20 000 $, 30 000 $. Quand que je galère, elle a eu une demande en mariage à 30 000 et bam, elle en a déjà un autre. Comment ça se passe la galère? La Tu me dis, galère. tu me dis que ça fait 5 ans que je galère. Non, je galère pas, je cherche pas vraiment non plus, tu vois. Mais tu dates. Je date pas tant que ça. Le dernier date que j'ai fait, c'était en avril. Début d'année, souvent, je date beaucoup. Mais bon, c'est pas très... En fait, je date beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de travail de janvier à mars. Donc, j'ai du temps pour sortir, faire des dates. Mais très mauvais parce que c'est en plein hiver. Donc, il faut savoir, les New-Yorkais, quand il fait très froid, ils annulent des fois les dates. Ah, ils donnent les dates. Ah, il a un peu neigé. Non, bah non, on peut faire ça Ah, ça, demain. tu m'avais déjà dit ça, je me souviens. Ah, moi, je comprends Bah pas. oui, il neige et alors tu peux pas me sortir. Oh, il pleut. Bah, et alors, je comptais pas boire un verre dehors, ça tombe bien. Donc, bon. Et l'hiver, c'est pas tip top pour rencontrer, mais et sinon après, tu sais, entre la famille qui visite, les soirées entre copines, les matchs d'Enix, les soirées où je bosse, plus tant de soirées que ça pour aller dater. Ah ouais, parce qu'Adélaïde est une grosse fan d'Enix. Si vous allez la suivre sur Instagram, vous allez voir toute l'année, elle est au Madison Square Garden. Il faut que j'ai un joueur d'Enix. On a déjà fait un joueur d'Enix. Non, il faut Ah que j'ai oui. un joueur que je date. Ah, que tu dates, ok. Bah, tu as déjà fait un ex joueur d'Enix. Donc justement, nous, on a déjà fait d'ailleurs un joueur d'Enix. Donc pour la petite histoire, Adélaïde et moi, comment on s'est rencontrés? On s'était envoyé un petit message sur Insta. Je t'ai envoyé un message sur Insta. Tu m'as envoyé un message sur Insta. Je suis trop fan de toi. Non, pas du tout, mais je t'avais dit un truc genre, j'adore tes stories, tes terre à terre, t'es trop marrant. Je crois que c'est un truc cucu quand même, hein. En tout cas, tu m'avais envoyé un message et après, je pense, on avait un peu parlé, je pense quelques mois après. Je t'avais dit que Ouais. je lançais Studio Mercerie parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis organisatrice d'événements à New York et donc je bossais avant en finance et voilà, j'ai changé de vie, de reconversion professionnelle en arrivant ici. Et je faisais donc l'anniversaire de ma fille juste après le Covid. Et bon, voilà, j'avais fait les choses en grand parce que je m'étais dit que cet événement-là allait me lancer, pourquoi pas, enfin, du moins je l'espérais. Et Adélaïde s'était proposée de venir faire des photos gratuitement pour moi. J'avais trouvé ça hyper sympa. Elle avait dit qu'elle voulait aider, voilà, elle aimait bien aider les petits business. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, bon, bah, on a déjà bossé quelques fois ensemble. Au mois de septembre, on a bossé ensemble une fois aussi sur un anniversaire circus, sur le thème du cirque. On a fait un Il y a 2 événement. ans, il y a 2 Et ans. on a fait un événement pour un joueur d'Enix et je sais qu'elle est tellement fan d'Enix et c'était aussi une manière pour moi, voilà, de lui rendre l'appareil, tout comme quand je la book. C'est une manière aussi pour moi de lui rendre l'appareil sur cette première fois où elle est venue me faire des photos gratuitement. Et je me souviens que je l'appelle et je lui dis non, non, d'abord, je t'envoie un message. Je te dis, tu fais quoi telle date? Tu me dis, ouais, moi, je vais en week-end, je sais pas où. Moi, je t'ai dit, non, tu ne vas nulle part, tu ne vas pas en week-end. Et toi, tu m'avais dit, tu t'étais dit, bah, se prend pour qui celle-là? Ouais, j'étais là, alors déjà tu me demandes un truc, c'est dans 1 mois et demi, je sais pas et puis je peux avoir des boulots, enfin, je comprenais pas et tu vois? «Non, ça, excuse-moi, mais tu vas vouloir l'avoir». «Ah bon? Qu'est-ce que c'est?» «Bah dis-moi» et «Bah dis-moi!» Après, on s'était parlé au téléphone. Ouais et tu m'as appelé et tu m'as dit, «Bon bah voilà en fait, c'est pour, Hobbytopie» et j'étais Elle m'a dit, ouais, moi, je viens même gratuitement. même gratuitement, Je dis, non, 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 il n'y a pas de gratuit, on te paye, tu viens faire ton taf. Et non, c'était cool. Non, mais tu vois, c'était c'est génial. marrant parce que c'est un truc, ça, enfin, comme on disait la dernière fois, qu'on fasse un événement pour lui, toi, que tu Oui. fasses des photos. Moi, l'événement, on va le faire de la même manière que pour un autre client, mais c'est un peu, voilà, American Dream, tu fais des joueurs d'Enix, c'est cool, tu vois. Ah complètement, même pour toi, c'était, mine de rien, c'était dans les premières années de ton, Ouais, ouais. de ton entreprise et tu as eu un joueur de NBA, c'est chouette quand même, tu Ouais, vois? c'est chouette. Non, non, c'est cool. OK, donc pour en revenir au dating à New York et toutes les tu dirais qu'est-ce qu'il y a de différent dans le dating? Bon, je sais que tu as pas énormément daté en France, mais dans le dating en France par rapport je sais que tu as des copines qui sont célibes avec qui tu partages et tout parfois, par rapport au dating ici. Je sais qu'il y a des règles qui sont différentes, ne serait-ce que, le fait d'être, exclusif ou pas exclusif, bien que je pense que ça tend à devenir de plus en plus comme ça en France. En fait, je pense qu'il y a vraiment, OK, des codes à l'américaine à New York, mais comme tu le dis, je pense qu'en fait, en France, c'est de plus en plus comme ça. J'ai une copine au mois de septembre qui est venue, elle m'a dit: «Mais c'est comme ça aussi à Paris» et en fait, je pense que ce qu'il y a, nous, en souci, c'est qu'il y a des codes de génération aussi. C'est que moi, on a grandi en France avec dans une autre génération où en fait, bah,
tu vas à un date, ça marche bien, tu vas te revoir à un 2e date. Pendant ce temps-là, tu es avec cette Ouais, personne. tu vois Tu personne d'autre. testes. Bah, voilà. Eux, non. Eux, Ouais, non. eux, ils sont Tu testes ouverts plusieurs jusqu'à être, exclusif. jusqu'au moment où tu as la fameuse conversation où tu C'est dis, ça. «J'aimerais être exclusif avec toi. Est-ce que tu es OK pour être exclusif avec Je moi?» l'ai eu qu'une fois en 5 ans. Et alors comment c'est? C'est quoi? Tu vas au resto, on te dit: «Est-ce que tu veux être exclusif?» Non, même pas, c'est venu, nous, c'est venu plus vraiment au préservatif, genre, Et quand tu as commencé à rigoler, je savais que tu allais raconter des conneries dans mon podcast. bah, parce que mais il faut le dire, le préservatif, faut qu'il se protège. Et donc quand tu commences à te dire: «Est-ce qu'on n'arrêterait pas?» Bah, faut être exclusif, tu vois? Donc tu vas faire ta prise de sang pour être sûr que tout va bien et tu dis: «OK, on peut arrêter». Et donc c'était aussi la discussion pour se dire: «On est-ce que tu vois des gens toi à côté? Non, moi non plus. Bon bah, soyons exclusifs». Quand tu rencontres des gens aujourd'hui, c'est surtout sur les applis de rencontres? Jusqu'en avril-mai, oui, parce que je voulais redater, donc je faisais un date par semaine, et en fait, dernièrement, vu que non, j'ai pas trop envie de dater, j'ai pas trop le temps, c'est dans la vie, de tous les jours. Un event où tu es invité, et il y a un mec qui est là à l'event corporate, ou alors, un match tennis, une fois, le gars qui était assis à côté de moi, enfin, tu vois, des choses comme Oh, ça. c'est vrai que quand même tu as une vie sociale quand même assez bien Ouais. remplie, avec tes passions, le basket, tout ça et aussi ton métier. Alors OK, tu fais des propositions de mariage, donc j'imagine que tu vas rencontrer un mec à ce moment-là. Non, Quoique, mais dans heu, les mariages, quoique les invités. dans le film de Jennifer Lopez, là où elle est event planner, elle rencontre quand même, un mec comme C'est ça. vrai. Mais voilà, les événements corpos, les mariages. Oui, mais après, bon, après, en fait, c'est toujours ça, tu peux rencontrer hyper simplement ici des gens, c'est New York. Le problème, c'est que vu que c'est une grande ville, New York, la plupart des gens veulent s'amuser, et surtout les hommes parce que c'est connu à New York, il y a énormément plus de femmes célibataires, donc ils ont le choix, Et puis je pense qu'il y a aussi ce truc, aujourd'hui de, tu pas trop envie de te prendre la tête, quoi. Ça, si ça marche, ça marche, ça marche pas. Bah, là où à notre époque, je dis mon époque, je suis millennials, moi 84, mais on dirait que j'ai 200 ans. À mon époque non, mais je veux dire, tu fais un effort ou même l'époque de mes parents, tu vois? Quand ça marche pas, tu fais un effort, tu essayes de faire en sorte que ça marche ou fallait en plus que tu ailles voir quelqu'un, je sais pas, dehors, dans un bar, au resto, fallait que tu fasses un effort pour aller rencontrer la personne, donc tu essaies de faire en sorte que ça marche. Alors qu'aujourd'hui, il y a un peu un truc de, je consomme, je jette, je consomme, je jette. oui, beaucoup, énormément. Mais après, je pense aussi que, plus tu vis seule, plus tu as ton business. Moi, en fait, ce qui me pose souci, c'est que je suis très heureuse dans ma vie. Je suis pas désespérée. Ouais, mais du coup, vu que je suis pas désespérée d'être seule et que je suis bien, peut-être je vis trop bien ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai une soirée, je vais aller voir mon petit match de tennis et j'y vais toute seule et je suis contente. Mais oui, peut-être j'aurais besoin de ressentir quand même un tout petit peu le besoin d'avoir quelqu'un. C'est-à-dire que tu es bien, que tu te suffis à toi-même, que tu es bien dans ta vie, dans le côté pro, dans ta vie de tous les jours. Je pense que c'est là aussi que tu attires aussi quelqu'un, qui est un peu dans le même état d'esprit que toi. Je pense que c'est le meilleur moment, moi, pour rencontrer quelqu'un. Mais ce que je veux dire, c'est ce côté femme indépendante, forte, je fais tout toute seule, peut être effrayant pour un homme. Dans le sens où j'essaie pas d'être, machiste là en disant ça, genre une femme a besoin d'un homme. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait, il y a beaucoup d'hommes qui vont s'arrêter juste à ce qu'ils voient. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle est forte, elle est indépendante, elle a besoin de personne. Non, mais j'ai aussi une facette de moi qui a envie d'avoir des câlins, qui a envie d'être, tu vois, d'avoir un homme qui la protège. Pour moi, tu peux avoir les 2 côtés, tu vois? Tu peux être forte et grande gueule, mais avoir un côté où tu peux être douce et avoir envie de protection. Je vais pas faire la coach en relation, mais du tout, loin de là. Mais, je pense qu'un mec, oui, il a besoin de sentir que, tu as besoin de lui, quoi. Il peut provide, alors je dis pas provide tout, je veux dire tu bosses, tu as ta vie, tu es indépendant, tout ça, mais qu'il a sa place et que, il est là si tu as besoin de lui et qu'il peut être aussi une épaule, pour toi et toi, tu te dis que le fait, en fait, de te dire, tout de suite dès qu'on te voit, on se dit: «Bah, elle a pas besoin de moi», tu penses que ça peut poser un Ouais, problème? je pense. Puis même dans ma vie de tous les jours, regarde par exemple quand j'ai déménagé l'année dernière, j'ai eu plein de copines, tout le monde qui dit, «Si tu veux, tu dis si tu veux qu'on t'aide». J'ai dit non à tout le monde. Mais je vais pas avoir une médaille parce que je me suis tapé mon déménagement toute seule. Tu vois, c'est complètement con ce trait de caractère chez moi, genre: «J'ai besoin de personne, je peux faire toute seule». Ah oui, super. Non, mais non, personne va me Ouais, mais moi je remercier. te comprends parce que je suis aussi un peu comme ça. Ouais, mais il faut qu'on apprenne à plus, tu vois, accepter l'aide des gens. Moi, je pense. On n'a pas de coupe ou de médaille à la fin qui dit: «Ah bah, c'est bien, Adèle a déménagé toute seule». Je dis: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Je me suis tapé 7 Uber
avec des sacs, des cartons blindés. Les doorman, ils disaient à chaque fois, oh, you're so strong. Oh my God, you do that by yourself. Ils devaient se dire, elle a aucun ami, la pauvre, tu vois. Et en plus, pourquoi ça me gêne de dire oui à mes amis quand je suis toujours là pour leur déménagement? Et ça, ce trait de caractère, j'essaye de m'en sortir. Mais en fait, je pense que je me suis tellement construite toute seule que c'est aussi un peu ma fierté, mais il faut lâcher ça. Il faut aussi accepter de genre, ouais, mais c'est bien de compter sur les gens des fois. Ça peut être bien, tu vois. T'es pas une assistée parce que tu comptes sur les gens. Du coup, tu continues à voir ta psy? Beaucoup moins. Ah, là, je la vois tous les 2 mois et demi, là. Juste parce que je me dis, Ça fait du bien de temps en temps de parler? ouais, et puis juste pour être sûre que j'en ai vraiment toujours, pas besoin d'une. Parce qu'à chaque fois, elle me dit: «Oh, je pense pas qu'on remet une session, je pense que ça va» et moi, j'en remets une 3 mois après juste pour être sûre quand même, tu vois? Que tu peux être dans le déni, tu vois? Dire: «Ouais, ouais, ça va» et puis elle va savoir gratter et te dire: «Non, là, tu retombes dans ta carapace, ça va pas». Et aujourd'hui, donc on peut dire que tu t'en es sortie, tu t'es sortie de cette relation, ça a été difficile, tu es sortie de la dépression, on peut dire. Oui. Et toi, aujourd'hui, tu as un projet que tu partages, que tu as commencé à partager sur les réseaux sociaux ou tu partages dis-nous toi, explique-nous, c'est quoi ton projet? Tu feras beaucoup mieux que moi. Et ben, j'ai créé un collectif, pour, célébrer en gros la résilience des femmes. Donc peu importe le trauma, que ce soit, bon là les 2 premiers portraits que j'ai partagés, c'est violence conjugale pour une et abus sexuels pendant l'enfance pour une autre. Mais dans les prochaines que j'ai, une maladie invisible. Quelqu'un qui a une maladie, ça se voit pas, donc qui est énormément jugé par les autres. J'en ai une autre, fausse couche, donc voilà et j'en ai peut-être une qui voudrait en fonction de postpartum, terrible, tu vois? Donc ça peut être en fait des énormément de traumas et d'ailleurs, le principe de ce collectif, c'est de célébrer la résilience des femmes parce que bien souvent quand on survit à un truc, on va être là genre: «Non mais c'était pas grand-chose» et on minimise ce qu'on a vécu. On minimise nos souffrances. Voilà, alors qu'en fait, non, mais il y a des gens, ils s'en sortent jamais, ils survivent pas à ça. Donc il faut moi, je trouve, je voulais donner une place à ces femmes-là pour célébrer ça et tu sais quoi? Toutes les femmes qui m'ont envoyé des demandes, elles commencent toujours par la même chose, c'est: «Bah, je sais pas si c'est un trauma suffisant pour toi, est-ce que ça mérite d'en parler?» Mais oui, en fait, peu importe le trauma, peu importe que ce soit ton patron qui t'harcèle au boulot ou peu importe que ce soit, tu as fait 5 FIV, tu arrives pas à avoir un enfant, que je sais pas, tes parents t'ont pas, aimé quand tu étais petite à ta juste valeur, enfin, peu importe, c'est un trauma et c'est ton trauma. Mais je pense que nous, les femmes, on a tendance à faire ça. J'écoutais la dernière fois un podcast où la nana disait, c'est très féminin de faire ça, tu vois, de minimiser les traumas, de minimiser aussi ce qu'on fait dans la vie, dire, elle disait, tu n'entendras jamais un mec dire, j'ai lancé un petit business. Les mecs sont tout le temps là, ouais, j'ai lancé un truc, t'as l'impression que c'est une start-up, un truc incroyable, ils voient toujours les choses en grand, alors que nous, les nanas, on a souvent tendance à dire, et moi aussi, je suis la première à le faire, Mais oui. à dire, ah oui, moi j'ai une petite boîte, j'ai un petit small business, hein, j'insiste, hein, j'ai un Tu petit parles small toujours de CEO business. Mercerie comme ça. Ouais, je fais tout le temps ça. Et quand parfois il y a des gens qui sont avec moi, on me dit, oui, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah bah j'organise des anniversaires d'enfants. Et la dernière fois, j'ai une copine, elle a fait, non, 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 attends. Regarde sa page. Ouais. Parce que bon, c'est vrai, c'est gros, c'est des gros trucs, tout ça. Mais moi, c'est comme ça que et j'essaye de travailler là-dessus en me disant, non, mais en fait, je suis event planner, j'organise des putains d'events. Et c'est vrai, c'est la vérité, c'est des putains d'events. En tout cas, la issue avant, ce serait dit ça. Mais moi, j'ai toujours tendance à me dire que c'est pas assez. Et donc, c'est vrai que nous, les femmes, on a tendance à faire ça, que ce soit dans le positif, c'est-à-dire on a lancé un business ou ça, ou dans le négatif ou dans la souffrance, on va dire minimiser pour dire, Ouais. bah, c'était peut-être pas assez, tu vois. Exactement. Et donc, ces femmes-là, tu as créé une page Instagram qui s'appelle? We Got This Collective. Donc tu partages leur histoire, Ouais. leur récit et tu les prends aussi en photo? Ouais. En fait, c'est des séances gratuites, photos qu'on fait où on discute beaucoup de ce qui s'est passé pendant ce temps-là et en fait, même si on ne voit rien parce qu'en fait, l'importance de la nudité, c'est pas de le voir sur les photos. Enfin, on s'en fout, je suis pas un vieux bonhomme de 40 ans qui veut non, mais Qui cherchent qui à avoir veut des petits bouts montrer de des seins? nanas, voilà, sur, internet, c'est pas du tout le sens. Mais même si vous voyez rien sur les photos, elles doivent le faire. C'est un exercice quand même de se mettre nu et en fait, quand tu es nu et que tu as plus de protection, bah, tu parles aussi beaucoup plus et ça vient et c'est aussi de se dire, genre: «Je suis quelqu'un, je suis forte, j'ose le faire. J'ai, vécu ce trauma, je me réapproprie mon corps,
c'est moi, c'est je fais ce que je veux, tu vois? Et est-ce que ces femmes, avec lesquelles qui ont participé au projet, est-ce qu'elles sont sorties, en fait, de ça ou est-ce qu'elles sont encore en cours de guérison? Alors je te dirais 2 choses, c'est que oui, je les prends pas juste que genre, il y avait quelqu'un, elle était un peu trop dans son trauma, ça venait de se passer et moi je suis pas psy. C'est trop d'émotions. Déjà là, j'en poste pas beaucoup parce qu'à chaque fois, c'est énorme en fait, d'avoir leurs histoires, de devoir, le décrire et tout, c'est beaucoup d'émotions. Donc je peux pas faire, une nana toutes les semaines, c'est beaucoup trop. Et en fait, cette fille-là, ça venait juste de se passer et clairement, elle a besoin d'abord de parler à sa psy plutôt qu'à moi, tu vois? Donc ça, j'ai préféré dire peut-être plus tard. Mais par contre, je pense qu'elles sont mieux et elles ont rebondi, elles sont mieux dans leur vie. Mais quand tu dis: «Est-ce qu'elles sont guéries?» je pense que, tu jamais guéri, tu vis avec ton truc et tu le vis au mieux, mais tu jamais vraiment guéri, tu vois ce que je veux dire? Donc elles sont en phase de reconstruction, quoi. Ouais, Mais voilà, que de c'est toute ça et façon que ça revient de temps en voilà, temps. et que ça laissera toujours une Ça laissera trace. toujours une trace, tu quelqu'un d'autre après et tu apprends à t'aimer toi, à te pardonner, à te faire plein de choses, mais je pense pas que c'est un truc de guérison, tu vois? Si un jour il se repasse un truc dur dans ma vie, est-ce que je vais pas replonger 2 fois plus vite que quelqu'un d'autre dans cet état de dépression parce que je l'ai déjà vécu une fois? On sait pas. Donc oui, je suis bien dans ma vie, je pense que je suis guérie, mais on verra si un jour il m'arrive un truc dur aussi, tu vois? Je pense que ça te fait aussi du bien à toi de Ouais, mener ce projet. complètement. C'est comme si j'allais guérir des facettes de ma personnalité ou de mon histoire familiale à travers ça et tu vois, les 2 premiers portraits, c'est des choses aussi qui résonnent dans mon histoire familiale et donc c'est comme si j'aidais un peu, les gens que je connais à qui c'était arrivé et puis en fait, c'est con mais d'utiliser ton art pour aider des gens, tu vois, ça fait du bien ça. Je suis d'accord avec toi. Oh, Oh, encore il aime oui. bien là. Bon oui, là, il est bien, je l'ai pêché au bon moment. Parce que tout à l'heure, il était en mode, «Je t'attaque» Ouais. et là, il s'est calmé. En plus, tu sais, mon petit chat, il est déraciné. Ah bah oui, Bah oui, regarde, c'est bah parfait. oui, Mais ça il est pourrait être lui déraciné. la mascotte de Mais l'émission. c'est lui la mascotte de mon podcast. J'ai fait faire un jingle De là, l'émission. de l'émission. J'ai fait faire tu sais, un jingle là, un truc, je te montrerai après ça, avec un petit dessin et tout et je lui ai demandé de rajouter Pistouli dans le dessin. Oh mon bébé, parce que qui est plus déraciné que toi? C'est toi qui es déraciné. Tu es parti comme ça sans famille, tout seul, jusqu'à New York. Petit chat. Qu'est-ce que tu dirais à la petite, Adé qui habitait en Bretagne et qui, te verrait aujourd'hui dans ta vie à New York, accomplie? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite Adé? Et je vois très bien à quoi elle ressemble cette petite Adé, parce que j'ai vu des photos de toi quand tu étais petite. Tu as la même tête en fait. Hem Et ben, je lui dirais de faire tout comme j'ai fait, en fait. Tu vois? Même les mauvaises phases ou les mauvais souvenirs ou les erreurs que j'ai pu faire, je pense que c'est ce qui pour moi, tout arrive dans la vie pour une raison. Et c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Donc de continuer d'être têtu, de pas écouter les gens, de faire sa petite vie et ouais, tu vois? On l'a fait. Qu'est-ce qui te manque toi? Tu es française, tu habites à New York. Souvent je sais que souvent les gens disent: «Oui, la France me manque». Toi, je t'ai déjà entendu dire que la France te manquait pas vraiment, mais que c'était plutôt Non, pas du tout, la France me manque pas. mais Mais ma famille ou mes amis me manquent. les gens te manquent. Mais tu sais, moi, ça fait 8 ans et demi que je suis partie parce que j'ai été en Martinique avant. Donc en fait, c'est mon quotidien aussi. Il me manque évidemment quand il y avait les 18 ans de mon neveu la semaine dernière, tu es là genre mais je sais pas, j'ai appris à vivre loin d'eux aussi. J'ai trouvé mon équilibre comme ça. Je pense que, vraiment, ouais, New York, c'est la première maison que j'ai eue. C'est la première fois que je me suis sentie chez moi, Ah ouais, de toute ma vie, donc toute ma vie. donc ici pour toi, New York, c'est chez toi? C'est chez moi. Ah ouais, c'est fou ça. Ah ouais, c'est chez moi. Genre vraiment, mais ça a été le 1er sentiment que j'ai eu en commençant à travailler dans cette ville. Je me suis dit: «Mais je I belong here». Je Je ah, tu as vu, hein? je belong here, c'est pas je viens d'ici, c'est J'appartiens à ce j'appartiens, enfin, je suis attachée à cet endroit, je oh, viens d'ici. Non, ouais, en fait, c'est pas c'est pas je ma viens. place est là, Ouais, ma en place gros. est là. Ma place est Ouais, là. ma place ici. Je me sentais genre, OK, c'était le début de ma vie. Je suis au bon endroit, je fais ce que je veux,
je suis bien. Et donc en fait, ça me manque pas du tout. Et plus les années passent, moins la France me manque, plus par rapport aux mentalités. Mmh. Le pays, tu me dirais, rentre en France et tu vois, c'est un peu, c'est les mentalités. Je deviens un peu, j'ai mis un petit coup de gueule l'autre jour sur Instagram pour les communautés françaises. Je deviens un peu allergique à certains comportements. Quel comportement? Les comportements de juger sans arrêt, de juger, de se plaindre. Mmh. Heu, c'est vrai et c'est pour ça aussi que je bosse avec moins de gens, français car, c'est vraiment, je pense que j'ai grandi moi dans un cadre où j'ai un parent qui est d'une extrême jugement, Attends, parce que moi aussi, le français, j'oublie, hein. d'un extrême jugement, Qui qui juge tout le qui temps. aime bien juger. Voilà, qui juge tout le temps et mais de manière extrême et qui ne comprend pas que, tu peux être ami avec quelqu'un, qui, n'a pas la même couleur de peau que toi, qui n'a pas les mêmes habits, qui n'a pas les mêmes revenus, qui n'a pas voilà, une extrême. Donc moi, j'ai grandi avec ça et je me suis dit: «Il est hors de question que je devienne comme ça». Donc moi, j'ai été peut-être un peu trop genre le bisounours à accepter tout le monde et en amour, ça n'aide pas. Dans les amitiés, ça aide. Quoique dans les amitiés, tu as des faux amis et que tu t'en rends compte des années après, mais d'être trop naïve et d'accepter tout le monde, c'est pas bon. Mais moi, j'ai en fait, je l'intolérance des gens, je peux pas au Summit, vu que je travaille au Summit, quand on fait la demande en mariage, on bloque l'espace. Oui. Et donc à chaque fois, avant la demande, j'arrive avec la sécurité bloque, ils demandent, voilà, vous devez partir pendant 15 à 20 minutes, il y a un event privé, mais vous pouvez revenir. Ils autorisent même à ce que tu reviennes, alors que normalement, c'est un sens comme ça, tu vois, le Summit. Toujours les Français qui gueulent et il y a un mec de la sécu avec qui je m'entends bien, à chaque fois il dit: «Ah, tes copains?» C'est toujours les Français. Ah, ils disent: «Oui, pourquoi on peut pas aller dans ce Mais oui. petit morceau là, alors que le Summit, c'est géant, ce petit morceau là que tu as réservé pour faire la demande en mariage?» Et donc à chaque fois, les gens du Summit qui travaillent avec moi, à chaque fois ils disent, «C'est juste 15 à 20 minutes, vous pouvez revenir après». Combien ça coûte pour privatiser cet endroit? Ce, package-là, donc pendant la journée avec les gens, il me semble qu'il est à 1 500, Et 1 si 500. et si pour ceux qui viennent le matin tôt quand il y a personne? 2 100 ou 2 000. Bon, donc ça va, tu peux leur laisser le coin là de 15-20 minutes. Tu as payé, oui, ça coûte cher, ça coûte 50, mais on te prive pas de l'accès au Summit. Il y a 3 étages, donc si tu veux la même vue, tu vas à l'étage du dessus ou d'en dessous. Enfin, et tu sais quoi? Un truc qui m'a traumatisée aussi, et ça, je vais le dire et c'est public, mais j'ai fait un road trip, de NBA dans le Texas, où c'est avec des Français. Ah oui, mais des gens que tu connaissais de France? Alors, j'avais 3 potes dans le lot, mais sinon, c'était une trentaine de Français. C'est vraiment un organisme français qui organise des voyages de basket aux États-Unis. Donc voilà, en soi, ça se passe bien, je suis avec mes potes, tout se passe bien. On arrive au deuxième match de basket, donc c'est dans une salle de basket au Texas et ce jour-là, ils offraient, tu sais, ils font souvent ça, même au Knicks, demain, on aura tous un petit t-shirt gratuit sur nos sièges et donc bref, là, c'était des casquettes, donc il y avait une casquette pour tout le monde. Tu sais ce qu'ils ont fait les Français? Ils ont pris les casquettes sur les autres sièges. Oh là là. Et donc je m'assois à côté d'un mec, j'arrive avec mes potes, je m'assois et là, un mec que je connais pas, qui faisait partie du voyage, je vois son sac plastique et je lui dis: «C'est quoi ça?» Il avait une dizaine de casquettes. Il me dit: «Bah oui, ils me reconnaissaient pas, donc on a essayé plein d'entrées, j'ai pu en avoir partout». Ah vas-y, je te parle même pas, on va s'énerver. Mmh. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ont pas eu leur casquette. Mais ils ont tous payé leur place de basket. Et ça, c'est un détail, Oui. mais tout est comme ça. On va pas se mentir, il y a un truc comme ça français où tu as un peu envie de gruger. Et je sais pas toi, mais par exemple, moi je me souviens quand je suis venue à New York et que je visitais des immeubles, tu vois les immeubles avec salle de sport, piscine, Oui. enfin comme celui où tu vis maintenant. Et quand j'avais visité, il y avait des salles par exemple où il y avait des imprimantes, des ordinateurs à disposition. Et sur le coup, bah, aujourd'hui ça me choque plus parce que voilà, mais je me souviens que la Ichou qui est arrivée il y a 8 ans, ça l'a choquée de se dire qu'en fait c'était à disposition. Et je disais à mon mari, genre là, les gens, ils viennent, ils prennent les ordis, les imprimantes. Je dis, mais ils vont pas les voler, ils vont pas les prendre. Alors qu'aujourd'hui, je sais très bien que dans un immeuble comme ça, personne ne le ferait, Ouais. tu vois, ou quasiment personne ne le ferait. Mais moi, avec ma tête, mon esprit français, je me dis, mais attends, ils vont laisser ça comme ça. Je disais, il y a personne qui vient, qui prend l'imprimante là. Les Français, piquent, emmènent tous les petits produits de toilette, dans leurs valises, quand ils sortent de l'hôtel. Moi, je le fais. Mais ça, pour Bah moi, c'est oui. pas du vol. Mon mari, ça l'énerve quand je fais ça. Je Ah. prendrai jamais le peignoir, ou je prendrai jamais les draps, ou Bah je sais oui. pas quoi.
Par contre, pour moi, les produits, surtout si c'est des bons produits, parce que bon, souvent, c'est des trucs un peu nazes, Ouais, mais si c'est des bons produits, je les prends et mon mari, il me fait: «Tu en as pas marre de faire des trucs?» En plus, c'est pas comme si j'en avais pas des produits parce que moi, je suis un peu, voilà, folle. Mais ça, je le fais. Pour moi, ça, c'est pas du vol. Pour moi, ça, on me l'a donné, ça fait partie de ma chambre et de mon package. OK, Adé. Bah, écoute, ça m'a fait plaisir, Désolée. Et bah, du coup, sur une belle note, on a bien critiqué. Merci Adé d'être venue et même d'être revenue pour cet Oui. épisode. Et c'est marrant parce que je pense à ça, c'est que cet épisode, il est vraiment différent du premier qu'on a fait. Complètement. On n'a pas du tout parlé des mêmes choses. J'ai trouvé que cet épisode était beaucoup plus profond. Tu vois, c'est l'univers T'as nous a failli- envoyé un signe et Mm. donc ce podcast ne sera que meilleur. T'as même failli me faire chialer à un moment. Ah. C'est vrai. Oui, donc pour que Ouais. j'allais te dire, ça m'aurait choqué. Ça t'aurait choqué. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Adé? Que tout reste, comme c'est en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Là, de temps en temps, quand je me balade dans la rue après un shooting, j'ai ce petit moment où je me dis: «Oh, je vis à New York». Tu vois? Je vis à Manhattan et en fait, je me rends compte que c'est un luxe et un rêve que jamais je n'aurais imaginé possible. C'est comme si j'avais atteint l'apogée, que là, j'ai tout qui va bien, je suis en bonne santé, je vis à Manhattan, j'ai un boulot que j'aime, je suis abonnée au Knicks, tout va bien dans ma vie et donc c'est comme si j'ai atteint l'apogée, donc je me dis: «Profite, tant que ça dure, faut profiter». Alhamdoulilah. Ouais, et tu l'as très bien dit, parce que la dernière fois, justement, dans le premier épisode, j'expliquais à Adé que parfois, voilà, il y a des choses qui se passent mal ou et que parfois on se rend pas forcément compte du positif qui nous entoure et que parfois, quand il y a des bonnes choses qui arrivent, alors on se plaint souvent quand ça va pas, mais que quand ça va, moi, je t'expliquais que j'essaie toujours de dire à mes filles, en fait, parfois, il faut juste se dire Hamdoulilah, voilà. Hamdoulilah, tout va bien. Voilà, apprécier et pas toujours être là en train de vouloir plus, chercher plus. Alhamdoulilah, on va bien, on est en bonne santé, on a une bonne vie. Oui, on pourrait avoir plus. Oui, on pourrait avoir plus de boulot. Oui, on pourrait avoir plus d'argent. Oui, mais alhamdoulilah, ça va. Mais en fait, j'adore La la signification. signification de ce mot. Ouais, moi aussi. J'aime bien, Vraiment j'aime bien beaucoup. le dire. Donc je le dis avec toi. T'as raison, dis-le. Bah écoute, on te souhaite le meilleur. Merci encore d'être venu dans le podcast. Et puis on te retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine, qui est une petite capsule en fait, escale à New York, où Adélaïde va nous partager ses meilleures adresses à New York. Merci beaucoup, à bientôt dans Déraciné.